Pardon. C'est un lundi comme les autres, et c'est pour ça que nous aurons un 100% comme les autres. Alors sur ce, je vous propose tout de suite de regarder le sommaire de ce lundi comme les autres. Nous aurons forcément la critique de jeu Soldier X2, qui est un shoot'em up final prototype, qui est un shoot'em up qui a l'air tout à fait magnifique. Sur le PSN, on aura ensuite Oscillation J pour J-Music, je suppose, comme chaque mois, une fois par mois, il y aura ça. Donc ça parlera pas de jeux vidéo, mais bien sûr de J-Music. Et donc ça c'est cool. Et on aura Money Shot, et tout de suite, les news. C'est mieux ton accent Money Shot. Ouais, j'ai raté. Quel bonheur de reprendre en main un Mario 3D. Déjà disponible aux US et au Japon, le jeu récolte un peu partout des notes faramineuses, attestant une nouvelle fois du savoir-faire unique de Nintendo en matière de gameplay. Après l'avoir essayé quelques heures, on comprend rapidement les raisons de l'enthousiasme forcé et ô combien justifié, mais ce n'est pas une surprise non plus, des joueurs américains et japonais. En reprenant un gameplay rodé à mort, hérité de Mario 64 et affiné dans Mario Galaxy 1, cette suite propose des contrôles toujours aussi intuitifs, identiques à son prédécesseur et au Super Mario en général. On a réellement l'impression de retrouver un vieux pote que l'on connaît par cœur et qui part au quart de tour lorsqu'on appuie sur les bons boutons. La thématique des planètes à explorer et les Luma se transformant en anneaux-étoiles pour propulser notre plombier cosmonaute à travers l'espace sont toujours présents. Pas mal de différences se glissent néanmoins ici et là. Pour commencer, Mario dispose désormais d'un vaisseau facial à son effigie. Tout comme le hub du premier Mario Galaxy, ce vaisseau évoluera pour gagner des satellites, mais aussi accueillir tout un tas de nouveaux personnages, dont Yoshi qui fait ici sa première apparition galactique. La présentation des mondes Galaxy reprend cependant l'affichage classique en enfilade, utilisé dans Super Mario World ou le dernier New Super Mario Bros. Wii. Ce Super Mario Galaxy 2 se veut en effet casual friendly, dans le sens où tout a été fait pour faciliter la prise en main du jeu et sa lisibilité, afin de séduire les joueurs néophytes. D'où le DVD explicatif fourni avec le jeu. Les petits postes télé diffusant des vidéos explicatives in-game, le mode coop développé permettant dorénavant d'éliminer certains ennemis et de collecter les pièces, les checkpoints de plus en plus nombreux, la possibilité de laisser la main à l'IA en cas de mort répétée, et ainsi de suite. Même l'introduction du jeu fait office de tutoriel pour newbies de la 3D, en commençant en 2D façon New Super Mario Bros. Wii pour finalement s'ouvrir à la 3e dimension. Ceci dit, les gamers ne sont pas négligés pour autant. Ainsi, en abandonnant la manette à l'IA, la super étoile récoltée sera en toc. Le jeu regorge également de Luma ouvrant des planètes cachées plus exigeantes, d'items bonus à collecter, de challenges à débloquer, de comètes défis, bref, la routine Nintendo habituelle privilégiant un gameplay multicouche. Au premier abord, le jeu paraît simple, mais si l'on creuse, on s'aperçoit bien vite que la difficulté est là. Les nouveaux bonus et costumes de Mario comme le nuage, qui permet de créer jusqu'à 3 plateformes nuages durant un court laps de temps, la présence magique de l'inimitable Yoshi et des nouveaux pouvoirs qui lui sont associés, la perfection du level design et la relecture tout en finesse des mécaniques de jeu déjà présentes dans le premier Super Mario Galaxy, la somme saisissante de nouvelles idées absolument fantastiques, un gameplay totalement jouissif basé sur des contrôles parfaits, sans le moindre écueil même infime susceptible de venir perturber le joueur, tout, absolument tout conduit à faire de cette suite l'une des plus belles créations des équipes dirigées par Miyamoto Shigeru et sans doute la plus grande suite jamais développée pour un jeu vidéo avec Majora's Mask. Super Mario Galaxy 2, c'est un peu l'équivalent pour le jeu vidéo de ce que le Parrain 2 est au cinéma. La critique complète de ce chef-d'œuvre absolu, On se mouille, sera diffusée jeudi prochain dans 101%. C'est le 21 septembre prochain que sortira Test Drive Unlimited 2. En plus de cette date, Atari nous apprend que les joueurs qui précommanderont le jeu le recevront avant son arrivée dans les étalages. Dernière précision, son prix sera light par rapport à la concurrence. Comptez 40 € sur PC et 50 € plus sur console. Pour rappel, ce jeu de caisse est signé Hidden Games, à qui l'on doit le décevant Alone in the Dark de 2008 et l'excellente série Verali. La Coupe du Monde de football débute le 11 juin prochain en Afrique du Sud. L'effervescence commence à monter petit à petit. EA en profite pour lancer ses pronostics. Pour la firme américaine, c'est l'Espagne qui sera vainqueur. En finale, il se déférait même du Brésil sur le score de 3-1. Comment? Pourquoi une telle prévision? Electronic Arts a tout simplement utilisé son jeu officiel de la Coupe du Monde pour la simuler dans son intégralité. Au terme d'une compétition 100% intelligence artificielle, ce sont donc les Espagnols qui ont remporté la compétition. Reste à savoir si la réalité rejoindra la fiction. Réponse le 11 juillet. Un Money Shot dans le sommaire précédent. Qu'est-ce que c'est un Money Shot ?
Écoute, je veux pas parler de sexe à l'antenne. Sur ce, je vous propose de regarder la critique de jeu. Soldier X2 Final Prototype est un shooting game développé par SideQuest Studios, une jeune compagnie fondée en 2007. Leur premier jeu, Soldier X Himmelsstürmer, est initialement sorti sur PC fin 2007, puis fut adapté pour le PlayStation Store en décembre 2008 dans une version remaniée disposant de nombreux ajouts par rapport à l'édition PC. Le jeu avait su à l'époque réunir une communauté toujours très active grâce à un gameplay bien rodé et des graphismes Full HD magnifiques. Un an et demi plus tard, c'est le 25 mai aux États-Unis et le 26 mai dans nos contrées qu'a débarqué sa suite, Soldier X2 Final Prototype, sur le PlayStation Store. Le jeu sera-t-il à la hauteur des attentes des fans ? Le premier épisode de la série relatait la guerre biologique qui a fait rage dans l'univers au début du 32e siècle. Un virus d'origine inconnue modifiait le comportement de tous ceux qui entraient en contact avec lui, qu'ils soient organiques ou mécaniques, les transformant en guerriers assoiffés de sang. Alors que toute civilisation était presque détruite, un pilote solitaire armé d'un chasseur expérimental, le Soldier X, réussit à venir à bout de la menace en s'infiltrant au plus profond des lignes ennemies. S'ensuivit une période de paix relative au cours de laquelle la galaxie a pansé tant bien que mal ses blessures. Cependant, 20 ans plus tard, une race alien appelée Darg menace cette paix difficilement acquise en tentant de conquérir les mondes restés sans défense au terme de la guerre précédente. C'est maintenant à vous de faire face à cette nouvelle menace aux commandes de votre chasseur de dernière génération, pilote. The Soldier X legend rises once again. En début de partie, le jeu vous donne le choix entre deux types de vaisseaux par défaut, plus un troisième à débloquer. Les différences entre ces chasseurs résident dans leur système d'armement et la forme de leur hitbox. Chacun d'entre eux dispose de 2 armes permanentes et d'une troisième dépendant d'items à ramasser au fil des stages. Il est possible de switcher à tout moment entre les 3 armes en utilisant les boutons L1 et R1. Le Thor dispose d'une hitbox plus large que haute et est plus à l'aise à longue portée. Sa première arme est un laser étroit qui rebondit sur sa cible et dont la fréquence de tir augmente à mesure que l'on accumule les power-ups. La deuxième envoie une salve d'énergie se dispersant à la manière d'un fusil à pompe. Afin de maximiser les dégâts, il convient de se placer de manière à ce que l'ennemi visé se retrouve dans le nuage de tir. C'est donc une arme devant être utilisée à mi-distance pour en tirer le plein potentiel. Le Mexus de lui est taillé pour le combat rapproché grâce à sa hitbox moins large lui permettant de louvoyer entre les tirs resserrés. Il dispose d'un tir en éventail lui permettant de couvrir une bonne partie de l'écran mais qui reste assez peu puissant. Et une arme lançant un rayon plasma hautement énergétique, idéal pour se débarrasser rapidement de gros ennemis au corps à corps. Mis à part ces différences d'armement, les deux vaisseaux ont une maniabilité et des boucliers similaires et sont potentiellement à même d'atteindre les mêmes scores, le choix ne dépend donc que de vos affinités avec l'un ou l'autre d'entre eux. Attendez, bouclier ? Eh oui, car contrairement aux shmups ordinaires dans lesquels une collision avec un ennemi ou un tir est immédiatement sanctionné par la mort, ici, vous avez le droit à l'erreur. Cependant, ce droit n'est pas gratuit et les conséquences sont lourdes lors d'une partie visant à scorer, mais nous y reviendrons plus tard. Outre le tir principal que l'on déclenche en maintenant le bouton croix enfoncé, tous les chasseurs sont également équipés d'une arme lançant une onde de choc très efficace à courte portée, accessible avec la touche carré, et d'une bombe nettoyant l'écran de tous les tirs adverses, causant de gros dégâts aux ennemis que l'on active avec rond. Ces armes, bien que très utiles dans les cas d'urgence ou pour se débarrasser rapidement des boss, sont cependant à utiliser avec modération, car le chasseur ne peut en stocker qu'une de chaque type à la fois et elle se recharge par le biais de power-up assez rares. Jusqu'à 4 options peuvent également vous prêter main forte pour un temps limité, en récoltant les items idoines, augmentant ainsi d'autant votre puissance de feu. Le scoring du jeu se base sur les chains. Lorsque les ennemis sont touchés ou détruits, des anneaux apparaissent à l'écran durant une brève période de temps. En les ramassant, on alimente une jauge d'énergie située en bas à droite de l'écran, qui permet, si on la remplit avant que le timer circulaire n'arrive à 0, de libérer l'item lové dans celui-ci afin de le récupérer. En plus de ce mécanisme, le jeu propose une difficulté dynamique, s'adaptant à vos performances. Réalisez de nombreux chains sans vous faire toucher et en détruisant tous les ennemis le plus vite possible et votre rang augmentera. 8 niveaux existent, notés de G à S. Ce niveau détermine non seulement la valeur de votre multiplicateur de points, mais aussi le nombre d'ennemis auxquels vous aurez à faire face, ainsi que la densité des patterns qu'ils vous lanceront. À la moindre erreur de votre part, ce rang chutera très rapidement. Il est donc essentiel d'agir vite et bien si on veut voir son nom figurer dans les leaderboards du jeu et mettre son replay en ligne. Please enter your name.
Lorsqu'on lance le jeu en HD pour la première fois, on ne peut faire autrement que constater une chose. Il est beau, très beau. Les effets de lumière sont magnifiques et on ressent vraiment la puissance destructrice des diverses armes. L'arrière-plan est par contre assez fade comparé au déferlement de tirs et d'ennemis qui se déchaînent devant nos yeux. Mais on n'y prête de toute façon que peu d'attention dans le feu de l'action. Pour les possesseurs d'écran SD, malheureusement, le constat est moins reluisant. Pour un peu, on se croirait presque à jouer à un soft PS2. En outre, comme souvent avec les jeux pensés pour la HD, la police utilisée pour les textes est parfois difficilement lisible sur un affichage basse définition. Le système de jeu, bien qu'assez complexe, est expliqué point par point dans des tutoriels très clairs et savamment distillés au fil de la partie, afin de ne pas submerger le joueur débutant d'un flot indigeste d'informations, ce qui lui permet de maîtriser petit à petit tous les aspects du scoring au cours de sa progression. En outre, le jeu est long, très long même au regard des standards habituels du genre. Disposant au début de 4 stages, auxquels viennent s'ajouter 3 autres à débloquer, un run complet sur les 7 niveaux de Soldier X2 nécessite environ 1 heure de jeu. La difficulté du soft s'adapte à tous les niveaux de joueurs, s'étalant de la promenade de santé en mode facile à un enfer digne des manic shooters de Cave pour les pilotes expérimentés. La replay value est également conséquente, grâce à de très nombreux bonus à débloquer. Il est nécessaire de refaire plusieurs fois le jeu pour accéder au dernier stage, au 3e vaisseau, aux armes cachées spécifiques à chaque chasseur et au niveau de difficulté hard et extra hard. Un grand nombre de challenges sont également présents afin de relancer l'intérêt du jeu et servent à débloquer divers bonus et continues supplémentaires. On devra par exemple one-lifer les 3 premiers stages, esquiver tous les tirs ennemis sans tirer durant tout un niveau, récolter 999 anneaux dans un stage, etc. En sus du mode solo, il est également possible pour un deuxième joueur de se joindre à la mission. On a cependant l'impression que les développeurs ont ajouté ce mode coopération un peu à la dernière minute, ou ne se sont pas réellement penchés dessus. En effet, les 2 joueurs sont obligés de choisir le même vaisseau et les vagues d'ennemis sont les mêmes qu'en solo, ce qui rend le jeu beaucoup plus facile, même au rang élevé. En outre, si les niveaux de puissance des armes sont différenciés, l'énergie du bouclier et les vies sont communes aux 2 players, ce qui peut poser problème si le skill des joueurs est disparate. Néanmoins, l'âme de Soldier X2 Final Prototype se situe bien dans le mode solo, et de ce côté, on peut affirmer sans crainte que le pari est réussi pour SideQuest Studio. The war continues. Oscillation J. Bon allez Alex, dis-moi ce que ça veut dire money shot. J'ai pas de micro. Ah, il a pas de micro. Bah fais-moi des signes, je leur dirai. Argent. Shot plan, vidéo. Paye ton plan vidéo avec de l'argent. C'est ça. Alors paye ton... Ouais, ça ce sera pour... Non mais tout de suite c'est oscillation, c'est après qu'on vous la refera celle-là. Bienvenue dans Oscillation J. Sorti en 2005, Pride est le premier single de High and Mighty Color. Rendu célèbre en tant que générique de l'anime Mobile Suit Gundam Seed Destiny, il a pu devenir la meilleure vente du groupe dans un premier temps parce qu'à l'époque, l'anime en question avait un très grand succès au Japon. Mais le titre présente un certain nombre d'éléments qui jouent un grand rôle dans son succès auprès des auditeurs. C'est une composition finement ficelée qui va s'assurer le plus grand public à travers des techniques musicales qu'on va découvrir maintenant. Dans un premier temps, nous devons remarquer le contraste entre la voix féminine et les sonorités de métal. Cette association étonnante est majestueusement réussie par High and Mighty Color et donne à leur titre un caractère unique. La voix de Maki est très timbrée et ronde, sans être trop douce ou trop aiguë. Elle se fond avec les instruments du groupe, aussi parce que leurs sonorités sont tout aussi rondes et ne se contentent pas de rester à la surface. Notez les timbres des guitares et de la percussion, ainsi que la production sonore, et vous allez entendre que High and Mighty Color jouit d'un son très riche, inspiré certainement par les productions américaines de l'époque. La voix de Maki est doublée à la tierce pendant les moments importants de la mélodie, ce qui offre encore plus de richesse sonore. Les strophes et les refrains sont ponctués par un petit riff de guitare construit sur une carte augmentée. Ce riff renforce encore le contraste avec la mélodie lyrique chantée par Maki. Il recadre aussi la chanson dans son contexte métal. Le morceau est instrumenté très intelligemment.
Sur un tapis de cordes synthétiques se posent la basse et la percussion, puis une guitare mélodique qui va exécuter de petites figures récurrentes dans les aigus. Ainsi, à tout instant de la chanson, tous les registres sonores coexistent simultanément, ce qui lui donne cette grande richesse sonore. Jusqu'ici, Maki a chanté la strophe et le refrain 3 fois. Les mélodies des deux sont construites à partir de petites phrases et séquences, reprenant la structure d'une phrase parlée, et sont ainsi très faciles à mémoriser. Maintenant, nous avons droit à un solo de guitare. Construit simplement autour d'une gamme de blues, il bouge sur un rythme clair et carré, et au bout de quelques écoutes, même un auditeur lambda aura réussi à le retenir. Le retour du refrain se fait d'une façon plus que classique. La percussion et les riffs de guitare laissent la place à un tapis sonore plus doux, avec le métal qui reste toujours sous-jacent à travers des sonorités synthétiques et une voix aux timbres écrasés et étroits qui intervient entre les phrases mélodiques de la chanteuse. Quelle conclusion pouvons-nous alors tirer ? À travers ces nombreux éléments musicaux contrastants, Pride est un titre qui va plaire à un très grand public. Il va trouver des auditrices qui vont aimer la voix ronde de Maki, ainsi que des auditeurs adeptes du métal, sans pour autant être trop bourrins et mettant ainsi de son côté les amateurs de rock et de genres voisins. La construction de la chanson et des mélodies est très claire et structurée, ce qui la rend très simple à retenir. L'instrumentation astucieuse et le timbre riche de la chanteuse offrent un résultat sonore très agréable à l'oreille, ni trop niais, ni trop agressif, juste comme il faut. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, en apparaissant en tant que musique du générique d'un animé à succès, High and Mighty Color ont même réussi à mettre de leur côté les auditeurs extérieurs. Jusqu'à leur séparation en 2010, Pride restera d'ailleurs le plus grand succès du groupe. Bon, j'ai eu des explications bien plus complètes sur l'explication du money shot. En fait, ce sont donc les plans les plus coûteux que l'on retrouve dans un film. Merci Alex pour cette explication. Et donc forcément, dans chaque bande-annonce, on retrouve la plupart des money shots qui vont constituer le film pour impressionner le badaud, comme on dit. Et c'est pour ça que grâce à cette explication formidable d'Alex, je vous lance money shot, que j'arrive à dire pour une fois. Alors, j'aime bien, t'as transformé attirer le chaland par impressionner le badaud. Bah quoi, ça marche aussi. Il voulait que je dise attirer le chaland, moi je préfère badaud. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les maîtres mots seront adaptation et remake, puisqu'on parlera du dernier maître de l'air et de Piranha 3D. Réalisateur adoré des fantasticophiles au début des années 2000 grâce à des films comme Sixième Sens, Incassable et Signe, M. Night Shyamalan s'est un peu cassé la gueule de son piédestal avec ses productions suivantes, certes intéressantes, mais assez bancales et s'enfermant dans un ego trip assez nauséeux. Suite au catastrophique phénomène, Manoj Neliatou Shyamalan, de son vrai nom, se doit de se racheter une conduite cinématographique. Pour cela, le bonhomme a choisi de répondre à une commande d'un studio, à savoir réaliser une adaptation signée de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Une grande première pour le réalisateur puisque c'est le premier film dont il n'est pas l'instigateur. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est bien lui qui a scénarisé le bousin, avec l'aide des créateurs de la série. Le dessin animé, et donc le film, raconte l'histoire d'un monde en guerre où les différents clans sont séparés par la maîtrise d'un élément en particulier. Eau, feu, terre et air. Le clan du feu tente de contrôler le monde en asservissant les autres nations. C'est dans ce contexte qu'est réveillé Aang, un jeune garçon de 12 ans enfermé dans un iceberg depuis un siècle et qui se trouve être l'Avatar. Un être exceptionnel capable de maîtriser les 4 éléments et destiné à rétablir l'équilibre et la paix au sein du monde. Bon, on ne va pas vous mentir, la bande-annonce n'est pas franchement folichonne, et la mise en scène des combats empruntant les ralentis à la Zack Snyder ne ressemble pas au style du réalisateur du Village. On a peur de se retrouver devant un blockbuster impersonnel plutôt que devant un spectacle épique au relent de kung-fu fantastique comme l'était le dessin animé de Nickelodeon. Mais bon, on peut encore garder un peu espoir, puisqu'avant d'être devenu mauvais, il était bon, Shyamalan. Le dernier maître de l'air sortira le 28 juillet, soit une semaine plus tard que la date initiale, pour cause de conversion à la dernière minute pour le relief. The power to control the elements is bestowed upon a chosen few.
always knew you returned. You are the only one who can control all the elements and bring peace to our world. I will stop them. You may already be too late. Not live in peace until I find him. There are reasons each of us are born. We have to find those reasons. It has begun. Alexandre Aja est l'un des rares cinéastes de genre hexagonal à s'être expatrié aux States sans s'être grillé les ailes. Wes Craven l'avait embauché pour réaliser le remake de La Colline à des yeux, et suite au succès critique et public du film, Aja avait plus ou moins les mains libres pour faire ce qu'il voulait. Après sa relecture un peu fadasse du film d'horreur coréen Into the Mirror, il s'attaque à un troisième remake d'affilée, celui du cultissime Piranha de Joe Dante. Cette fois-ci, le Frenchie s'est fait plaisir. Fini les ambiances lourdes et oppressantes, ici c'est le second degré qui prédomine. En témoigne le synopsis qui raconte comment un tremblement de terre sous-marin a réveillé des piranhas préhistoriques qui vont s'en aller croquer des ados ricains en plein spring break. Un pitch complètement couillon, propice à ce que Aja nous propose un film très fun, rétrograde et complètement jouissif. Malgré ses nombreuses têtes d'affiche, Piranha 3D a dû subir une post-production très chaotique. Il n'y a qu'à voir les effets spéciaux des poiscailles, parfois complètement aux fraises. Espérons que ces petits soucis seront corrigés d'ici la sortie du film calé au 1er septembre. See that gap right there? Yeah. Quake opened that up. Now it's a connecting passage. Descending fissure. Oh my god. It's at least 200 feet, Novak. Sam? Something bit me! Sam, what are you seeing down there? Oh my god. Sam! It's like this body's been in the water for weeks. I want to know what the hell this thing is doing in my lake. Is that a piranha? This particular piranha vanished 2 million years ago. I'm thinking about closing the lake. There's us, and there's 20,000 kids. You do the math. Take it off! The sheriff has declared an emergency. Don't worry, we got Pete over here! Piranha hunt in packs. The first bite draws blood. The blood draws the pack. Pour conclure l'émission, on va se mater la toute dernière bande-annonce de Scott Pilgrim vs. The World. Ce nouveau trailer démentiel donne encore plus envie de se ruer dans les salles, mais mauvaise nouvelle, il va falloir ronger son frein vu que la sortie du film a été décalée au 20 octobre. Et n'oubliez pas, même avec ses retards, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. I have to order something really cool. Scott, are you waiting for the package you just ordered? Maybe. Scott Pilgrim? Hi, I was thinking about asking you out, but then I realized how stupid that would be. That's okay. You just need to sign for this, all right? So do you want to go out sometime? If I say yes, will you sign for your damn package? So yeah, 8 o'clock? Come to this Battle of the Bands thing. You have a band? Yeah, we're terrible.
Dr. Pilgrim! I'm Ramona's first evil ex-boyfriend. What? Wait, we're fighting over Ramona? Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. What was that all about? If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. So what you're saying is we are dating? I guess. Does that mean we can make out? Sure. Scott Pilgrim! Prepare to feel the wrath of the League of Evil Exes. Ramona dated twins. At the same time? If you want something bad, you have to fight for it. Step up your game, Scott. Break out the L word. Lesbian? The other L word. Lesbians? What are you doing? Getting a life. You want to fight me for her? Why on earth would you want to do that? Because I'm in love with her. Scott Pilgrim versus the world. Maybe next time we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends. Oh, that's not that bad. Eh ben, dis donc, c'est déjà la fin du lundi. Vous croyez que j'allais vous dire au revoir?